Dernière catégorie de revenus imposables, les revenus divers. Vous avez le plan de l'exposé sur le slide. Ce qu'il faut retenir à ce stade, c'est que en matière de revenus divers, vous avez une catégorie générale qui est la catégorie bénéfices ou profits d'opérations occasionnelles, dans laquelle vous pouvez faire rentrer toute une série de cas particuliers qu'on évoquera ensemble, donc catégorie générale. Et à côté de ça, vous avez des catégories particulières de revenus divers, comme les bénéfices ou profits de l'économie collaborative, les rentes alimentaires et d'autres revenus divers à caractère immobilier ou mobilier. Et donc là, ça vise des cas bien précis, des hypothèses précises de revenus divers. Donc, d'une part, une catégorie générale, d'autre part, des catégories particulières. Voilà pour la charpente de la matière. À titre d'introduction, un rappel sur la notion de revenus divers. Je rebondis ici sur l'introduction que je vous donnais avant la leçon sur les revenus professionnels. Et donc la catégorie des revenus divers, c'est une catégorie intermédiaire entre les revenus réalisés dans le cadre d'une activité professionnelle, qui sont des revenus professionnels, et d'autre part, les revenus réalisés dans la sphère privée qui sont soit non taxables, soit taxables au titre de revenus mobiliers ou immobiliers. Dans la sphère des revenus divers, on est au-delà de la gestion normale de son patrimoine privé, mais on n'est pas encore dans l'activité professionnelle. Les critères qui permettent d'identifier un revenu divers, donc sont les critères de gestion anormale du patrimoine privé. On sort de la gestion normale du patrimoine privé. Activité lucrative occasionnelle par opposition à une occupation lucrative habituelle qui serait signe d'une activité professionnelle. Et enfin, la notion de spéculation qui caractérise l'opération qui génère des revenus divers. Alors ces critères, ils ne doivent pas être tous rencontrés, mais ayez-les à l'esprit lorsqu'on va étudier la catégorie générale de revenus divers. Donc gestion anormale de patrimoine privé, spéculation et occupation lucrative occasionnelle. Voilà les trois critères. Les revenus divers sont consignés aux articles 90 et suivants et il y a des dispositions qui traitent de la détermination du revenu net. Vous avez les dispositions sur le slide qu'on ne verra pas en détail et d'éventuelles imputations des pertes. On ne verra pas ça en détail. On va se contenter d'énumérer et d'étudier les différentes sortes de revenus divers. Première sous-catégorie générale de revenus divers, les bénéfices ou profits d'opérations occasionnelles. Je vous invite à lire l'article 90.1 du Code qui taxe au titre de revenus divers les bénéfices ou profits, quelle que soit leur qualification, qui résultent même occasionnellement ou fortuitement de prestations, opérations ou spéculations quelconques ou de services rendus à des tiers, en dehors de l'exercice d'une activité professionnelle et à l'exclusion des opérations de gestion normale d'un patrimoine privé, consistant en biens immobiliers, valeurs de portefeuille et objets mobiliers. Donc, dans cette disposition, on retrouve les trois critères que j'ai cités précédemment, à savoir le caractère occasionnel de l'activité lucrative, occasionnelle. Deuxièmement, l'idée de spéculation. Et troisièmement,
la gestion anormale de patrimoine privé. La disposition exclut les opérations qui relèvent de la gestion normale d'un patrimoine privé. Donc, à contrario, il est question de gestion anormale d'un patrimoine privé. Voyons un exemple d'opération lucrative occasionnelle tirée de la jurisprudence. Vous avez la décision sur Moodle. Dans cette décision, un jugement du tribunal de première instance de Namur, il est question d'un trafiquant de drogue. Alors, je vous raconte l'histoire en détail. Et donc, ce contribuable belge effectue des missions pour le compte d'un réseau de trafiquants de drogue. Et les missions qu'il exécute consistent à acheminer de la cocaïne depuis le Sénégal jusque Londres en suivant à chaque fois un itinéraire déterminé que lui impose le réseau de trafiquants. Alors, on vous raconte dans la décision que ce contribuable s'est rendu plusieurs fois à Dakar et là-bas, il doit attendre parfois plusieurs semaines dans un hôtel jusqu'à ce que un préposé du réseau de trafiquants vienne lui donner des instructions et vienne lui donner de la marchandise à aller livrer à Londres. Alors, il a fait plusieurs voyages pour le compte de ce réseau et à chaque fois, il a suivi un itinéraire différent. Et un beau jour, il se fait choper à Curaçao. Curaçao, c'est non seulement le nom d'un alcool pas vraiment fort et bleu, mais c'est aussi le nom de la capitale des Antilles néerlandaises. Donc c'est là où il se fait arrêter et il est mis en prison dans les Antilles néerlandaises. Alors, vous me direz quel est le rapport avec le fisc belge, on y arrive. Et donc, à son retour de prison dans les Antilles néerlandaises, il revient en Belgique, il séjourne, il réside aux alentours de Dinan, et là-bas, il se fait auditionner par la police de Dinan, qui investigue vis-à-vis de ce réseau de trafiquants de drogue. Il y a une enquête internationale et une ramification belge de l'enquête conduit à interroger cette personne qui raconte toute son histoire, les éléments que je viens de vous évoquer, avec le détail des sommes qu'il a perçues. Bien entendu, il a été rémunéré pour effectuer ses missions de transport. Alors, donc ça part d'un dossier pénal. Euh, Vous savez ou vous ne savez pas que le procureur du roi et la justice pénale disposent d'un droit d'initiative et peut communiquer les dossiers pénaux qui comportent des éléments utiles à la taxation de certaines personnes à l'administration fiscale. Donc ici, l'administration fiscale a été informée de l'existence de cette enquête pénale avec notre résident belge, trafiquant de drogue, qui raconte toute son histoire aux autorités pénales. Le fisc se sert des informations contenues dans les déclarations de ce monsieur pour le taxer en disant « Ah, ben, vous êtes un contribuable résident fiscal belge, vous avez perçu des sommes liées à vos voyages, et bien moi, je taxe ces sommes au titre de bénéfices d'entreprise. » Alors, le contribuable va contester cette taxation devant le juge et la thèse qu'il va soutenir consiste à dire ok, je ne reviens pas sur mes déclarations, j'ai effectivement perçu ces sommes, mais ces sommes, ce ne sont pas des bénéfices d'entreprise, ce sont des
revenus de travailleurs salariés. Ce sont des rémunérations de travailleurs salariés, car ces missions, je les ai effectuées dans le contexte d'un lien de subordination. Je renvoie ici au cours de droit du travail. Moi, il y a un lien de subordination vis-à-vis de ce réseau de trafiquants de drogue. Et donc, les revenus que j'ai retirés de mes voyages, eh bien, ils doivent être qualifiés fiscalement de rémunération de travailleurs. Alors, cela n'est pas anodin comme défense. Si l'on suit cette thèse, il faut ici avoir égard à des règles de droit fiscal international pour se poser la question de savoir où ces revenus sont taxables. Alors, sans rentrer dans les détails, je peux vous dire que si on qualifie les revenus de bénéfices d'entreprise, les revenus sont taxables en Belgique. Si les revenus sont qualifiés de rémunération de travailleurs, les rémunérations sont taxables là où les prestations de travail ont été effectuées. Ici, le voyage du Sénégal vers Londres qui passe par les Antilles néerlandaises ou ailleurs, et donc certainement pas en Belgique. Donc la défense du contribuable consiste à utiliser une qualification de revenu pour tenter d'échapper à une taxation en Belgique et de disqualifier le pouvoir d'imposition de la Belgique vis-à-vis des sommes en question. Alors, le juge va apprécier les deux thèses en présence et statuer dans une voie originale. Il ne va pas suivre la thèse de l'administration ni celle du contribuable, mais il va développer une thèse nouvelle qui est celle des revenus divers en disant, OK, je vais analyser les faits que vous me soumettez, je constate qu'il n'y a pas vraiment un lien de subordination et il fait des références à de la doctrine en droit du travail pour dire, non, ce n'est pas établi, vous n'êtes pas dans le cadre d'une relation de travail. Il est indéniable que le contribuable a perçu certaines sommes et que ces sommes doivent être taxées d'une manière ou d'une autre. Alors le juge constate que sur base des faits qui lui sont soumis, on ne peut pas parler d'une véritable occupation professionnelle, activité professionnelle. Il n'y a pas suffisamment de voyages à son sens que pour y voir une activité professionnelle et taxer les revenus de revenus professionnels. Mais par contre, il voit dans les quelques voyages accomplis par le contribuable une occupation lucrative occasionnelle. Conclusion, il taxe les sommes perçues au titre de revenus divers. Alors, voilà, cette jurisprudence qui est assez anecdotique illustre la notion d'activité lucrative occasionnelle par opposition à l'activité professionnelle. Je rappelle au passage que le fait que les revenus en question proviennent d'une activité illicite n'empêche pas la taxation, ainsi que je vous l'annonçais déjà dans le chapitre sur les revenus professionnels. Voyons maintenant un autre cas où on va utiliser les critères de distinction avec la gestion normale du patrimoine privé. Alors, c'est tiré d'un autre cas de jurisprudence. Vous avez un petit article d'une page qui figure sur Moodle à ce sujet, et c'est un article qui s'intitule Cucurucu Paloma et qui traite de vente de pigeons. Alors, pourquoi Cucurucu? Sachez que Cucurucu, c'est l'onomatopée du chant du pigeon en néerlandais. Donc, c'est vraisemblablement un néerlandophone qui a rédigé cet article. Et donc, nous, les francophones, l'onomatopée, c'est et bien, chez les flamands, c'est Cucurucu. Cela pour vous permettre de vous situer. Alors, voilà un contribuable qui vend un pigeon pour un prix de 58 000 euros.
après 10 ans d'occupation intensive à élever les pigeons. Et il réalise sa vente via un intermédiaire professionnel. Alors, l'administration considère que cette opération sort de la gestion normale du patrimoine privé du contribuable et elle veut taxer la plus-value réalisée sur le pigeon à 33%. Alors, il y a une contestation de la part du contribuable qui est amené devant la Cour d'appel d'Anvers. Alors, l'administration dit, OK, outre ces faits, alors quand je dis après 10 ans d'occupation intensive à élever les pigeons, après 10 ans, donc ça suppose que s'il y a eu une activité professionnelle autour des pigeons, elle est finie, donc on est après coup, et il y a une opération one-shot qui débouche sur la réalisation d'une plus-value importante et on va analyser les circonstances de fait qui permettront ou non de qualifier cette plus-value de revenu divers. Alors, l'administration tient compte d'investissements importants qui ont été consentis, de la constitution d'une grande colonie de pigeons, de la participation régulière à des concours nationaux et internationaux et la vente via un intermédiaire professionnel. Ça, c'est les critères qui permettent à l'administration de dire ça sort de la gestion normale d'un patrimoine privé. La Cour d'appel d'Anvers ne va pas suivre l'administration. Elle va dire que l'occupation intensive est normale pour un sport hobby avec des animaux vivants et constate que les investissements réalisés sont la conséquence de la perception du prix plutôt que la cause de ceci. Et donc pour la Cour, même la poursuite du développement de l'affaire par la suite est plutôt, même la poursuite du développement de l'affaire par la suite est plutôt la conséquence que la cause de la vente lucrative. Et le recours à un courtier professionnel pour la vente du pigeon relève d'une gestion prudente avec toute précaution du patrimoine privé, mais pas à une spéculation. Conséquence, le tribunal, la Cour plus précisément, considère que ici l'opération relève de la gestion normale du patrimoine privé. Donc, on le voit aussi en fonction des lunettes qu'on utilise. Un même fait peut être qualifié de manière différente. Et ici, les critères qui ont été utilisés sont ceux que vous retrouvez sur le slide. On a égard à l'importance et à la répétition des opérations. Ici, il y avait une seule vente, mais l'administration notait qu'en amont, eh bien, il y avait une activité intense d'élevage de pigeons. Alors, ici, il n'y a pas d'étude par rapport au lien étroit avec la profession exercée par le contribuable par ailleurs. Le type de méthode utilisée pour que ça sorte de la gestion normale du patrimoine privé, généralement on a recours à des emprunts, on fait intervenir des tiers, ici le spécialiste de la vente des pigeons, on recourt parfois à la publicité. Alors aussi le nombre d'opérations et s'il y a des plus-values, la rapidité entre l'achat et la revente va être un critère qui va être utilisé pour tenter de voir une gestion anormale de patrimoine privé. Dernier cas d'application plus générale que je veux voir avec vous, oui, on peut aussi se référer aux mêmes critères lorsqu'un contribuable vend des œuvres d'art. Si vous avez une peinture et que vous la vendez one shot et que vous réalisez une plus-value, il est incontestable que cette plus-value est non taxable, c'est de la gestion normale de patrimoine privé, point barre. Par contre, si on se rend compte que vous avez un véritable hobby qui consiste à acheter et à revendre des œuvres d'art, que vous enregistrez des plus-values, que
par ailleurs, vous avez une formation ou une activité professionnelle qui tourne autour du monde de l'art, que vous vous mettez à emprunter pour pouvoir acheter les œuvres et ensuite les revendre, que vous faites appel à des conseillers ou à des galeries spécialisées pour vendre vos œuvres, et qu'il y a une certaine rapidité entre les opérations d'achat et de revente. Ben voilà, tous des éléments qui permettront à l'administration de déceler, oui ou non, une activité lucrative, occasionnelle et taxer une plus-value au titre de revenus divers. Okay, sans pour autant basculer dans l'activité professionnelle. Donc, voilà encore pour ce cas. Et pour finir, je voudrais rebondir sur le cas que j'avais évoqué avec ce contribuable qui achetait plusieurs appartements, qui mettait en location et qui réalisait des plus-values, hein, dans le chapitre sur les revenus professionnels, où là le débat portait entre gestion de patrimoine privé ou activité professionnelle, hein, et finalement on avait conclu à la gestion normale de patrimoine privé dans le cas que je vous avais évoqué. Ici, ce cas portait sur de la gestion de biens immobiliers et en cette matière, la Cour de cassation a rendu un arrêt qui consiste à dire, dans cette hypothèse particulière de gestion de biens immobiliers, on va soit avoir une qualification de revenu professionnel, soit une absence de taxation, c'est de la gestion normale de patrimoine privé. Il n'est pas possible, nous dit la Cour de cassation, de qualifier ça de revenus divers. OK? Donc ça, c'est dans le contexte propre aux activités immobilières qu'il y a eu cet arrêt. Ça ne s'applique pas à d'autres contextes d'activité. Donc pour mes œuvres d'art, on pourrait avoir les trois qualifications possibles. Vendeur d'œuvres d'art professionnelles, le spéculateur taxable au titre de revenus divers et celui qui fait une, voire plusieurs opérations qui relèvent de la gestion normale de patrimoine privé. Hein. C'est une notion assez malléable et les catégories ne sont pas hyper bien définies et on est susceptible de basculer en fonction des circonstances de fait d'une catégorie à l'autre et aussi en fonction des personnes qui défendent le dossier à l'administration, des représentants du contribuable. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet de cette catégorie de revenus divers, catégorie générale. Deuxième sous-catégorie de revenus divers, et il s'agit là d'une hypothèse particulière, les bénéfices ou profits de l'économie collaborative. Alors on va procéder de manière spéciale pour étudier ce point. Je vous invite à aller consulter par vous-même, prenez 10-15 minutes, le site activitécomplémentaire.be, qui est un site de l'administration fiscale, sur lequel vous avez toutes les informations utiles relatives à cette nouvelle sous-catégorie de revenus, qui comprend les revenus de l'économie collaborative, à proprement parler, mais aussi les revenus tirés de services entre citoyens et aussi des revenus tirés du travail associatif. Vous avez donc trois sous-catégories. Alors, le site n'est pas très long et c'est assez bien expliqué, donc vous n'aurez aucun problème à comprendre de quoi il retourne. Alors, de notre point de vue de l'étude des revenus divers, sachez que donc, les revenus tirés de ce type d'activité vont jusqu'à un certain montant constituer des revenus divers, mais des revenus divers qui vont être exonérés. Alors le montant limite, il s'agit d'un montant de l'ordre de 6 300 €.
Donc, les revenus qu'un contribuable va tirer de ce type d'activité jusqu'à 6 300 € vont être constitutifs de revenus divers, mais exonérés. Alors, créer une catégorie de revenus pour dire on l'exonère, c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, lisez ce site et en fait, faire des sites internet et donner des informations précises par l'intermédiaire de facs ou autres, c'est une bonne pratique développée par le SPF Finance depuis la dernière législature. Et voilà, on peut s'en réjouir et sur toutes les nouveautés fiscales, vous avez de la bonne information, facile d'accès à la disposition donc des citoyens contribuables. On peut s'en réjouir et ça, c'est la bonne nouvelle. La moins bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'interroger sur la pertinence de cette réforme développée par le précédent gouvernement. Alors, voilà, ça part d'une bonne intention, hein. Ah, on va taxer les bénéfices de l'économie collaborative et leur fixer un régime spécifique. C'est une bonne intention parce que s'il n'y a pas ce régime spécifique, eh bien, on est amené à s'interroger avec les catégories habituelles que l'on connaît, revenus divers, revenus professionnels, gestion normale de patrimoine privé, et elles ne sont pas forcément adaptées à ce type de nouvelles activités, hein. Par exemple, si on songe à Airbnb, les revenus que l'on tire de location sur Airbnb, est-ce que c'est de la gestion normale de patrimoine privé? Est-ce que c'est une activité professionnelle? Est-ce que c'est taxable au titre de revenus divers parce qu'on peut y voir de la spéculation? Voilà, vaste question. Ça dépend de l'hypothèse qui est soumise et il y a une incertitude qui règne. Donc, ça part d'une bonne intention de vouloir légiférer et soumettre cela à un régime fiscal particulier. Mais quand vous allez voir les contours de cette notion de bénéfice tiré de l'économie collaborative, vous vous rendez compte que le champ d'application est limité et que les revenus visés par le régime visent des plateformes d'économie collaborative qui doivent être agréées par le SPF Finance. Très bien, vous avez la liste, vous avez un accès depuis le site vers ces plateformes qui sont agréées. Et quand vous consultez cette liste, eh bien, vous tombez sur, je parle pour moi, toute une série de plateformes totalement inconnues. La plus connue étant Uber Eats. Et là, ok, on peut saluer que ça a une utilité. Mais vous ne retrouvez pas Airbnb, vous ne retrouvez pas Uber dans cette liste de plateformes d'économie collaborative. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il fallait agréer la plateforme pour rentrer dans ce régime fiscal? Ça aurait pu, on aurait pu trouver une autre définition. Et donc, le régime bénéfice-profit de l'économie collaborative, ça ne s'applique pas à Airbnb et à Uber. Donc, une réforme fiscale qui vise à appréhender un phénomène, mais laisse sur le côté les deux exemples les plus évidents de ce phénomène. Quand on pense économie collaborative, on pense avant tout Airbnb ou Uber. Eh bien, on se dit que la réforme n'est peut-être pas super utile. Et donc, pour les plateformes que ça vise, Uber Eats, eh bien, un contribuable qui travaille entre guillemets pour Uber Eats peut générer jusqu'à 6 000 € de revenus par an, qui vont être des revenus divers exonérés. Très bien. Et c'est le même régime qui va s'appliquer pour les autres plateformes que vous allez retrouver sur la liste des plateformes agréées.
Pour Airbnb et Uber, eh bien, il faut réfléchir sur base des concepts que l'on connaît. Et donc, je dirais, l'imagination va pouvoir être au pouvoir, hein. Si on prend Airbnb, eh bien, Airbnb, c'est quoi? C'est une location d'immeubles. Donc, une location d'immeubles, comme on l'a vu, c'est un revenu immobilier. On est taxable sur le RC plus 40%. Alors, dans la location Airbnb, il y a une chambre meublée. Et donc, il y a dans la location un volet mobilier. Hein, les meubles qui garnissent l'immeuble, ça aussi c'est donné en location. Et donc, pour la partie mobilière, là, vous avez un revenu mobilier à aller déclarer à concurrence d'une certaine proportion des locations que vous percevez. Donc voilà, vous avez une double qualification. Euh, Parfois, le propriétaire Airbnb délivre un service supplémentaire, hein, qui est le petit déjeuner, qui est le nettoyage de la chambre. Alors, dans ce cas, l'administration va considérer que quand il y a le service en plus, eh bien, le tout est susceptible d'être qualifié d'activité professionnelle. Mais pour cela, il faut qu'il y ait la régularité dans les opérations. S'il n'y a pas cette régularité, eh bien, le contribuable peut contester et éventuellement, on va tomber dans un débat sur une qualification au titre de revenus divers. Donc, on le voit, les catégories traditionnelles sont pas vraiment adaptées à ce cas particulier de Airbnb. Plutôt que d'aller intégrer ça aux bénéfices de l'économie collaborative et créer une solution claire, on a décidé de laisser les choses en l'état et donc totale incertitude pour les personnes qui louent des chambres sur Airbnb. Et oui, on a ici un nid à litige potentiel qui n'a absolument pas été envisagé dans le cadre de la réforme et c'est bien malheureux. Alors pour Uber, eh bien, vous avez un aspect location du véhicule et vous avez l'aspect service service de transport qui devrait déboucher sur une activité professionnelle, voire sur une activité lucrative occasionnelle. Voilà, il y a un flou qui règne en la matière et c'est du cas par cas. Il faut analyser la situation des contribuables et après essayer de leur conseiller quelque chose. Et je crains que la plupart des contribuables dans ce cas, plutôt que de se poser des questions, disent ok, je ne déclare rien et j'attends de me faire éventuellement contrôler. Et, euh, et voilà, on a une insécurité juridique qui persiste sur ces questions. Donc ça, c'est en ce qui concerne les bénéfices de l'économie collaborative, une réforme manquée. En ce qui concerne les autres catégories, donc le service de citoyen à citoyen ou le travail associatif, donc le service de citoyen à citoyen, c'est l'idée de je vais tondre la pelouse de plusieurs de mes voisins et je perçois une somme d'argent. Travail associatif, c'est l'idée je vais offrir des services, travailler entre guillemets pour une association, et je me fais rémunérer à concurrence d'un certain montant, ou pour une association sportive, hein, un club de foot, et je me fais rémunérer. Alors, hein, les mêmes plafonds et la même qualification de revenus divers exonérés va s'appliquer. Et alors, ces deux catégories sont réservées aux personnes qui travaillent. Donc, des travailleurs salariés à 4/5e minimum, des indépendants ou des pensionnés qui ont fini de travailler. Donc, seules ces personnes peuvent, je dirais, recourir à ces catégories spécifiques de revenus divers exonérés et les déclarer. Alors,
Ok, très bien. Donc, ça veut dire si on n'a pas d'activité professionnelle, si on est demandeur d'emploi, si on est étudiant, eh bien, on peut pas donc, déclarer ce type de revenu, on ne peut pas revendiquer l'exonération, et alors on retombe dans un débat. Oui, la petite dringuelle que mon voisin me donne quand je vais tomber sa pelouse. Voilà, est-ce que c'est un revenu taxable? Oui, s'il y a une véritable activité professionnelle, mais il faut déjà y aller avant d'avoir une activité professionnelle de de jardinier. Et je dirais, cette réglementation s'applique à une pratique voilà, qui est basée sur de l'informel. Et dans la plupart des cas, voilà, le contribuable ne va pas déclarer les revenus en question et ne va pas se poser de questions. Alors pourquoi aller insérer des nouvelles catégories? Imaginez cette personne qui fait du travail service à un particulier, il va aller indiquer dans sa déclaration ses sommes exonérées, il doit établir une convention avec les personnes. Ah, c'est pas ça la réalité de terrain. La réalité de terrain, c'est on rend service et on ne déclare rien. Et voilà, quel est l'intérêt d'appliquer une réglementation qui débouche sur une non-taxation et d'obliger les gens à nouer des contrats et à déclarer des revenus pour ne pas les taxer. Voilà. Je trouve que cette réforme est nébuleuse, elle crée de l'insécurité juridique et elle ne sert pas à grand-chose. Donc voilà pourquoi je voulais limiter l'étude de celle-ci à je dirais, des réflexions critiques sur la mise en œuvre de ce régime. Et voilà. Prenez le temps quand même de lire le site internet et comme ça vous aurez connaissance de cet élément d'actualité. Le régime est entré en vigueur en juillet 2018. Troisième sous-catégorie de revenus divers, une hypothèse particulière, les rentes alimentaires ou pensions alimentaires. Euh, on parlerait plus de pension en droit civil, rente, c'est la notion fiscale, mais ça recouvre la même chose. Ce n'est que de la terminologie différente. Alors, les rentes alimentaires, elles sont taxables dans le chef de la personne qui les reçoit. Et cette personne est taxée sur 80% du montant de la rente. Donc, si vous recevez une rente alimentaire de 1000 euros, eh bien, vous êtes taxé sur un revenu divers de 800 euros. Ce revenu divers est globalisé avec les autres revenus. Donc il n'y a pas un tarif distinct qui s'applique, comme c'est le cas par exemple pour la première catégorie, hein, les revenus de l'activité occasionnelle. Je l'ai dit au passage, je ne l'ai pas précisé de manière spécifique, sont taxables à un taux distinct de 33%. Les rentes alimentaires, c'est globalisé. Vous devez connaître la distinction entre le régime de globalisation et le régime de taxation distinct. Je vous renvoie à mon introduction de l'IPP. Donc la personne qui perçoit est taxée sur la rente alimentaire, il y a des conditions. Il faut que la pension alimentaire soit la mise en œuvre d'une obligation prévue par le Code civil ou par le Code judiciaire. Donc, il faut qu'il y ait une obligation alimentaire, un devoir de secours alimentaire entre les personnes. Ça vise les époux, ça vise les enfants, les grands-parents. Ça ne vise pas, par exemple, les frères et sœurs. Il n'y a pas d'obligation alimentaire vis-à-vis de ces personnes. Ça, je vous renvoie à ce que vous avez vu peut-être en droit civil. Mais le cas qu'on va avoir le plus souvent dans la pratique, c'est la pension alimentaire vis-à-vis des enfants et vis-à-vis de l'ex-conjoint, voire les ascendants. Alors, la personne qui bénéficie de la pension ne peut pas faire partie du ménage de celui qui la paye. Des ménages distincts, ça paraît assez logique.
Et je dirais par rapport à cette condition, on va avoir tout le débat sur les pensions alimentaires qui sont payées à des étudiants coteurs. Hein, donc vous avez un couple avec enfants, les enfants vont faire des études, s'installent dans un cote, ils prennent leur indépendance, il y a des sommes qui sont payées par les parents à cet enfant. Euh, les parents déduisent la somme au titre de rente alimentaire payée et se pose aussi la question de la taxation de la rente alimentaire dans le chef de celui qui la perçoit. Alors, dans ce cas, est-ce que, c'est la question à laquelle il faut répondre, l'étudiant coteur fait toujours partie euh, du ménage lié à sa famille? Alors, si on va dans son code du lundi au vendredi, qu'on n'a aucune indépendance financière et que, bah oui, on revient chez papa-maman et on vit au crochet, entre guillemets, de ses parents pendant toute la durée de ses études, il est évident qu'on fait toujours partie du ménage et de ses parents, et que donc il y a une interruption temporaire qui n'est pas suffisante pour dire il y a deux ménages distincts. Et donc il n'y a pas de versement de pension alimentaire dans ce cas. Des pensions alimentaires qui pourraient être déductibles, ça vise l'hypothèse de l'étudiant qui prend vraiment son indépendance. Donc son cote voilà, est plus qu'un cote, c'est un véritable studio dans lequel il est installé. Il a son domicile civil, il s'est inscrit au registre de la population ailleurs qu'au domicile de ses parents, et il prend son indépendance, il perçoit du CPAS si il peut émarger au CPAS, il perçoit éventuellement ses allocations familiales, il gère ses affaires de manière totalement indépendante, de telle manière à ce qu'on puisse dire les ménages sont distincts. Dans ce cas, les parents pourront éventuellement déduire des rentes alimentaires. Il y a toute une série de jurisprudences à ce sujet. C'est un cas classique qui survient dans la pratique. Il faut que la pension fasse l'objet de versements réguliers et donc quand le bénéficiaire est victime de non-paiement de la part de la personne qui doit payer la pension alimentaire, eh bien, on ne va pas le taxer dans ce cas. Hein, ça me rappelle le cas de ma secrétaire, mon ancienne secrétaire, qui un jour venait me parler de son divorce de son ex-mari qui ne payait pas les pensions alimentaires et du coup elle avait reçu une somme importante au cours d'une année et l'administration voulait taxer cette somme et ça avait un coût non négligeable dans son chef. Entendant ces déboires et le fait que son ex-mari n'était pas le plus régulier par rapport au paiement de ses pensions, je lui ai indiqué qu'il y avait une condition de taxation qui manquait, à savoir les versements réguliers. Et donc, elle a introduit une réclamation sur cette base et elle a obtenu gain de cause. Quatrième point, la rente doit être prouvée par des pièces justificatives. Alors, le revenu divers rente alimentaire doit être étudié en parallèle avec la dépense déductible de l'ensemble des revenus nets qui va pouvoir être opérée par celui qui paye la rente alimentaire. Donc d'un côté, on taxe, de l'autre côté, on peut déduire et cette personne va pouvoir déduire 80% du montant de la rente payée. Donc ça vient en déduction des revenus nets. Donc il y a une économie d'impôt qui correspond au montant de la dépense déductible fois le taux d'imposition applicable. Dernière question, que se passe-t-il si le bénéficiaire de la rente alimentaire est l'enfant? Hein, quand vous avez des parents séparés, une pension va directement dans le chef des enfants. Eh bien,
contrairement à ce qu'on peut imaginer ou aux idées reçues, eh bien, la pension alimentaire perçue par l'enfant est un revenu taxable dans le chef de l'enfant. Est-ce à dire qu'il va avoir une taxation effective et une obligation de déclaration dans le chef de l'enfant? Pas toujours, et dans la plupart des cas, non. Dans la plupart des cas, le montant de la pension alimentaire ne va pas dépasser le minimum de revenus imposables, aux alentours de 8 000 euros, et dès lors, l'enfant va percevoir un revenu taxable, mais comme ça ne dépassera pas ce montant minimum imposable, eh bien, il n'y aura pas d'impôt et il n'y aura pas d'obligation de déclaration. Mais il est des cas où un enfant, peu importe son âge, va recevoir un montant de pension alimentaire important, 20 000 euros par an, et dans ce cas, un enfant, même de 3 ans, doit remplir une déclaration d'impôt et être taxé sur le montant de rente alimentaire qu'il a perçu, qui dépasse le minimum imposable. Dans des contextes, je dirais, de famille aisée, ça survient. Donc, en principe, un enfant ne doit pas rentrer de déclaration avant sa majorité, sauf l'hypothèse où il perçoit des revenus taxables qui dépassent le minimum imposable. Dans ce cas, il y a obligation de déclarer, quel que soit son âge. Et il va de soi, naturellement, que c'est ses parents qui vont remplir l'obligation de déclaration à la place de l'enfant, mais l'enfant est contribuable et taxé dans ce cas. Notez également que l'enfant qui perçoit un grand montant de pension alimentaire, il va éventuellement ne plus être à charge de l'autre parent, du parent avec lequel il vit, et cet autre parent le prend peut-être à sa charge dans sa déclaration d'impôt. On verra les avantages fiscaux liés aux enfants à charge dans le calcul de l'impôt. Donc, le fait de percevoir des rentes alimentaires pour un enfant, le fait de percevoir des rentes alimentaires taxables, a un impact sur la question de savoir si oui ou non il peut être pris en charge par l'autre parent, celui avec lequel il vit, celui avec lequel il forme un ménage. Voilà, passons très rapidement sur les autres petites catégories de revenus divers. Vous avez par exemple les revenus tirés de la concession du droit d'utiliser un emplacement qui est immeuble par nature pour y apposer des affiches ou d'autres supports publicitaires. Donc on voit ça parfois, donc une maison sur laquelle vous avez un grand panneau publicitaire accroché. Il y a un revenu qui est perçu, eh bien c'est un revenu divers taxable de manière distincte à 25%. Voilà, je le mentionne pour mémoire. Un cas particulier de revenus divers à caractère immobilier, les plus-values sur immeubles bâtis réalisées par un contribuable dans les 5 ans de la date d'acquisition. Ça s'applique uniquement pour les immeubles qui ne sont pas l'immeuble d'habitation du contribuable. Donc s'il y a une plus-value qui est réalisée dans les 5 ans sur l'immeuble d'habitation du contribuable, là, il n'y aura pas de taxation. Pour les autres immeubles, il y a une taxation à 16,5%. D'autres hypothèses de revenus divers, hypothèses particulières que je ne vois pas avec vous. Illustration plus-value interne susceptible d'être qualifiée de revenus divers, c'est très intéressant, mais malheureusement, nous n'aurons pas l'occasion de le voir cette année, donc je passe. Nous en avons fini avec l'étude des revenus divers. Nous avons essentiellement vu 3 cas, la catégorie générale, activité lucrative occasionnelle, et 2 catégories spécifiques, l'économie collaborative et les 2 autres, et également les rentes alimentaires. Je crois qu'on peut s'en tenir à cela avec
en ayant bien en tête les critères de taxation maintes fois évoqués et répétés. Donc, on a fini l'étude des différentes catégories de revenus qu'on va donc soumettre au tarif de l'impôt, mais au préalable, une fois qu'on a fait ce pot commun de revenus nets, eh bien, on va déduire les dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets. Et c'est un point de matière très simple parce que ce type de dépenses, à l'heure actuelle, il n'y en a plus qu'une. Ce sont les rentes alimentaires déductibles. Donc, la personne qui paye la rente alimentaire peut la déduire de l'ensemble de ses revenus nets. Alors, vous aviez autrefois toute une série de dépenses déductibles de l'ensemble des revenus nets, mais celles-ci ont été supprimées et pour la plupart, elles ont été transformées en des réductions d'impôts. Donc, deux mécanismes différents. D'une part, la dépense déductible de l'ensemble des revenus nets. Donc, on soustrait un montant à son montant de revenus taxable. Et de l'autre, la réduction d'impôts. Donc, un montant que l'on soustrait du montant d'impôt qu'on a à payer in fine. Ayez en tête l'existence de ces deux mécanismes et on reviendra alors un petit peu plus tard à l'étude des réductions d'impôts. Et là aussi, je dirais, vu le caractère très patchwork de cette matière et les aspects régionalisation, on n'ira pas très loin dans l'étude approfondie de ces réductions d'impôts. Passons maintenant au calcul de l'impôt. Donc, on a nos revenus additionnés, on a déduit les rentes alimentaires, le montant qu'on obtient, on va le soumettre au tarif de l'impôt, on va calculer l'impôt en question. Vous avez le plan de la matière sur le slide qui s'affiche. Un mot tout d'abord sur l'imposition commune des conjoints et des cohabitants légaux. Donc, ces catégories de contribuables, mariés ou assimilés, cohabitation légale à ne pas confondre avec cohabitation de fait, où là, il n'y a pas de régime fiscal particulier. Donc, quand on est marié ou cohabitant légal, eh bien, on rentre avec son conjoint ou cohabitant une seule déclaration. De même, il y a une seule cotisation d'impôt qui est établie à charge de ce couple. Les autres contribuables qui ne sont pas dans ce cas de figure, ce sont des isolés. Donc, si vous avez deux cohabitants de fait qui vivent sous le même toit, qui ne sont pas des cohabitants légaux, qui ne sont pas mariés, eh bien alors ces contribuables, quand bien même ils auraient des enfants, quand bien même ils forment un couple, eh bien ces contribuables vont rentrer deux déclarations et chacun va faire l'objet d'une cotisation d'impôt différente. Pour les conjoints, une seule déclaration, une seule cotisation. Nonobstant l'imposition commune, vous dit l'article 126, le revenu imposable de chaque conjoint est fixé séparément. Donc, au sein de la même cotisation, vous avez deux calculs d'impôt qui prennent place, et pour chaque contribuable, on détermine un montant de revenu et on lui applique le tarif de l'impôt. Fut un temps, pas si lointain, où les contribuables mariés voyaient leur revenu cumulé, donc additionné et soumis une seule fois au tarif de l'impôt, ce qui avait des conséquences importantes en termes d'impôts à payer vu la progressivité des tarifs d'imposition. Donc ça a été
ça a été supprimé dans les années 90. C'est pas si ancien que cela. Et donc, une seule déclaration, une seule cotisation, mais deux calculs et la possibilité de déterminer un montant d'impôt précis par contribuable. Petite précision, donc l'année du mariage, on remplira toujours deux déclarations, c'est seulement l'année qui suit qu'il y a cette déclaration commune. L'année du divorce, donc on vient d'une imposition commune, on split en deux déclarations. Et alors en cas de séparation de fait, donc ça c'est un peu l'antichambre du divorce, hein, vous avez un couple marié qui ne vit plus ensemble, mais qui n'est pas divorcé, eh bien, au bout d'un certain temps, l'année qui suit la séparation de fait, eh bien, les contribuables remplissent à nouveau deux déclarations. Les taux d'imposition, article 130, je vous ai mis sur le slide précédent et celui-ci, donc l'évolution depuis l'exercice 2015 jusqu'à l'exercice 2020 des tarifs d'imposition. Alors, vous allez constater que les taux varient entre 25 et 50%. Ça n'a pas changé. Que assez vite, on va se retrouver dans la tranche des revenus les plus fortement taxés. Donc assez vite, à partir de 40 000 euros de revenus, on est taxé à 50% et ça s'applique à tous les revenus qui dépassent ce montant. Et enfin, vous constatez que en termes d'évolution, vous avez la tranche des revenus taxés à 30% qui a disparu à partir de l'exercice d'imposition 2019. Vous le voyez dans le passé. Donc, on a élargi petit à petit la tranche 25% pour qu'elle vienne manger la tranche 30% et celle-ci disparaît. Donc, les revenus qui autrefois étaient taxés à 30% sont taxés aujourd'hui à 25%, ce qui est plus favorable pour le contribuable. C'est le tax shift qui l'a voulu ainsi. Et deuxième modification qu'a impliqué le tax shift, c'est un agrandissement des tranches d'imposition. Donc vous avez la disparition de celle de 30 et un agrandissement relatif des autres tranches. Article 131, la quotité de revenus exemptée d'impôt, dont on a déjà dit un mot. Ici, je vais commencer par la fin de mon slide. Pour l'exercice 2020, le montant de cette quotité de revenus exemptés d'impôt, elle est un montant indexé de 8 860 euros. Donc le montant de base, c'est le montant que vous avez dans la loi, 4 785, mais il faut l'indexer. Et donc le montant effectif, c'est 8 860 pour l'exercice 2020. Sur les 8 860 premiers euros de revenus, le contribuable ne paye pas d'impôt, ils sont exemptés. Au-delà, on paye de l'impôt. On paye de l'impôt à quel taux? Question que je vous pose. Je ne vous donne pas la réponse. Allez voir dans les slides précédents l'échelle de progressivité et voyez à quel taux d'imposition on se trouve pour un revenu supérieur à 8 860 euros. Donc 8 861 euros par exemple, on est à quel taux? Réponse dans l'échelle de progressivité. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout le monde dispose de cette quotité du revenu exempté d'impôt et je vous ai mis au début du slide la disposition telle qu'elle était libellée pour l'exercice 2018 et vous avez un exemple de disposition compliquée pour faire compliqué. Et voilà, je voulais le mentionner à titre anecdotique. Alors, à l'époque,
le montant de base suivant était exempté d'impôt. Lorsque le revenu imposable du contribuable ne dépassait pas 27 030 €, vous aviez un montant exonéré de 7 570 €. Très bien. Troisièmement, dans les autres cas, vous aviez un montant de 7 270, différent des 7 570. Alors, quelle est la catégorie intermédiaire? Le point 2, lorsque le revenu imposable du contribuable était compris entre 27 030 et 27 030 majoré de la différence entre le montant mentionné au 1, c'est-à-dire 7 570, et le montant mentionné au 3, 7 270, alors le montant exonéré d'impôt était le montant mentionné au 1 diminué de la différence entre le revenu imposable et 27 030. Je vous laisse réfléchir 2 secondes à la bonne compréhension de ce calcul. Et la seule constatation qu'on peut faire, c'est pourquoi de tant de complexité et pour finalement viser quelle catégorie de contribuables, hein? Si on prend les données chiffrées, les contribuables dont le revenu se situe dans la tranche indiquée, ils ne doivent pas être bien nombreux. Alors pourquoi aller créer une règle pour faire varier un avantage entre 300 € de revenus exemptés, hein, c'est même pas, on parle ici de revenus exemptés, pas encore d'économie d'impôt, donc pourquoi aller faire une disposition si compliquée pour le plaisir? Voilà. La disposition actuelle me paraît bien plus simple, c'est le même montant pour tout le monde, et ce montant a été revu à la hausse. C'est également une conséquence du tax shift pour diminuer la pression sur les revenus du travail. Donc on a touché au taux et on a aussi touché au montant de la quotité du revenu exempté d'impôt qu'on a augmenté. Le montant de la quotité de revenu exempté d'impôt est majoré lorsque le contribuable a des enfants à charge. C'est l'article 132 qui le prévoit. Les majorations, vous avez les montants sur le slide. Eh bien, elles varient à la hausse en fonction du nombre d'enfants. Ça, c'est assez normal. Mais plus on a d'enfants, plus un enfant rapporte un avantage fiscal conséquent. Ça ne va pas de soi, mais ça correspond à la volonté initiale du législateur qui était de favoriser la conception d'enfants en attribuant des avantages plus importants. Alors, les montants dont il s'agit, on parle bien donc d'une exonération de revenus supplémentaires. Pour les enfants de moins de 3 ans, vous avez une nouvelle majoration de la majoration. Donc, votre quotité de revenu exempté d'impôt, elle est majorée pour enfants à charge et la majoration est encore majorée quand l'enfant a moins de 3 ans. Vous avez d'autres majorations de la majoration qui sont prévues pour les enfants handicapés et qui sont prévues pour des parents isolés avec enfants. Donc, des parents qui ne sont pas mariés, vous avez dans ce cas un contribuable isolé, pas de déclaration et d'imposition commune vu qu'il n'est pas marié, il prend les enfants à charge, il a droit à une majoration de l'avantage qui est une majoration de la quotité de revenu exempté d'impôt parce qu'il est isolé. Alors, quelles sont les conditions pour être à charge? Il faut faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition.
Il ne faut pas avoir bénéficié au cours de la période imposable d'un montant de ressources nettes qui dépasse un certain plafond. Et, hypothèse tout à fait marginale, il ne faut pas avoir perçu de rémunération. L'enfant ne peut pas avoir perçu de rémunération de la part de son parent. Ça viserait l'hypothèse d'un indépendant qui travaille avec ses enfants et qui rémunère ses enfants. Alors ces enfants ne peuvent pas être pris à charge fiscalement. Par rapport à la condition d'appartenance au ménage, je vous invite à faire un parallèle avec la déduction des rentes alimentaires. Hein. En ce qui concerne les enfants, vous allez avoir fiscalement le parent qui prend les enfants à sa charge et qui, l'enfant en question fait partie du ménage du contribuable qui prend l'enfant à sa charge. L'autre parent, s'il paye une rente alimentaire, va pouvoir éventuellement la déduire. Et une des conditions de déduction, c'est que l'enfant ne fasse pas partie de son ménage. Donc c'est parfaitement logique, hein, on ne peut pas combiner les deux qualités, on ne peut pas payer une rente alimentaire pour un enfant qu'on a à sa charge. C'est soit l'un, soit l'autre, soit l'enfant fait partie du ménage, et alors il peut être à charge, soit il ne fait pas partie du ménage, et éventuellement on peut déduire une rente alimentaire. Donc les dispositions se coordonnent de manière logique. Se pose alors la question de la prise en charge fiscale des enfants. Quand vous avez un couple marié, qui va avoir les enfants à sa charge? Ça, c'est le code qui le détermine et qui impose une chose parfaitement logique et aussi avantageuse fiscalement, qui est l'enfant est pris à charge par le parent qui a le plus de revenus taxables. Cela pour maximiser l'avantage fiscal dans le chef du couple. C'est assez logique. Quand vous avez des parents qui sont des isolés, donc qui ne sont pas mariés, là, le code dit que celui qui va les prendre à sa charge est celui qui assume en fait la direction du ménage. Ça, c'est les termes que vous retrouvez dans la loi, mais en pratique, ces termes sont interprétés comme laissant un libre choix aux parents pour déterminer qui va prendre l'enfant à sa charge. Donc, on est dans l'hypothèse d'un couple de cohabitants de fait avec un enfant. Ils ont le choix quant à savoir qui prend les enfants à charge. Et ils ont tout intérêt de les mettre à charge de la personne qui a le plus de revenus pour maximiser l'avantage. Vous avez encore une autre hypothèse qui est prévue à l'article 132 bis du Code. Je complète la référence qu'il y a sur mon slide, qui est l'hypothèse de la coparenté, qui est une institution purement fiscale. Et dans le régime de la coparenté, les parents vont pouvoir se partager l'avantage lié à un enfant à charge. Donc se partager l'avantage, donc l'exonération de revenus liés à l'enfant à charge. Et alors, ça survient dans le cadre d'un divorce où les parents décident de souscrire, de recourir à cette institution fiscale. Ça ne se fait pas automatiquement. Alors, ça suppose que les parents soient d'accord de le faire, ça suppose un acte, une décision de justice ou une convention homologuée passée par les parents, et ça suppose un hébergement égalitaire de l'enfant en question. Alors, dans ce cas, les parents peuvent décider de recourir à cette coparenté pour se partager l'avantage fiscal. Bon, c'est quelque chose qui a le mérite d'exister, qui peut simplifier certaines discussions qui peuvent survenir dans le cadre d'un divorce. Mais vous imaginez bien que
Le partage d'un avantage fiscal, ce n'est pas le point le plus important dans le cadre d'un divorce quand les ex-époux font la guerre de tous les côtés. Donc, voilà, ils peuvent s'apaiser, ne pas discuter sur ce point en souscrivant au régime de la coparentalité, mais ils ne sont pas obligés de le faire et ils peuvent décider de se répartir, décider qui va prendre en charge fiscalement les enfants dans le cadre de leur accord. Ils ne sont pas obligés de faire la coparenté. Remarque sur la déclaration fiscale des enfants mineurs et les revenus des enfants. Je renvoie à ce que je vous disais dans le passage sur les rentes alimentaires, avec l'hypothèse où un enfant perçoit des rentes alimentaires pour un montant supérieur au montant de la quotité de revenus exemptés d'impôt. Dans ce cas-là, eh bien, il va devoir rentrer une déclaration, être taxé sur le montant des pensions qu'il a perçues et il sera éventuellement plus à charge de l'autre parent parce qu'il va dépasser le montant des ressources autorisées que pourraient être prises à charge par quelqu'un d'autre. Il existe un système de crédit d'impôt remboursable pour les bas revenus. Alors là, quelle est l'hypothèse? Donc vous avez des contribuables avec un bas revenu et des enfants à charge. Et donc ces contribuables se voient attribuer la quotité de revenus exonérés d'impôt plus les majorations de celle-ci pour enfants à charge. Le montant des majorations dont ils bénéficient sont supérieurs à leurs revenus taxables. Pour ces contribuables, eh bien, à concurrence du montant d'exonération qui dépasse les revenus taxables du contribuable, on va convertir l'exonération en un crédit d'impôt, en une somme qui va être remboursée au contribuable. Normalement, si l'exonération dépasse le montant des revenus taxables, eh bien, on n'exonère pas vu qu'il n'y a pas de revenus, et donc ça devrait conduire à un résultat zéro, mais on va créer donc un régime de remboursement pour venir en aide, donner un petit coup de pouce, un avantage fiscal à ces contribuables à bas revenus dont le montant se chiffre à quelques centaines d'euros par an. Mais je ne vais pas plus loin dans la description de ce mécanisme. Voilà, sachez que ça existe. Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir qui prend les enfants à charge. Mini digression, est-ce que c'est avantageux fiscalement de se marier? Alors, les avantages du mariage, on peut bénéficier du quotient conjugal, concept qu'on a vu dans l'étude des revenus professionnels, dans les éléments qui permettaient de calculer le montant net des revenus professionnels. On a évoqué le quotient conjugal, l'hypothèse où vous avez un couple avec un qui travaille et l'autre qui ne travaille pas. Une partie des revenus de celui qui travaille va être attribuée fictivement à celui qui ne travaille pas et ça va déboucher sur une diminution de la charge fiscale qui pèse sur le couple. Donc c'est un avantage non négligeable lié au mariage. Autre avantage, les pertes de l'un peuvent être récupérées sur les revenus de l'autre. Alors, les inconvénients du mariage, tout d'abord l'enrôlement d'un seul impôt, on a vu une seule déclaration, une seule cotisation, et des problèmes potentiels en termes de recouvrement. Lorsqu'il s'agit de payer, il y a un seul montant qui a été enrôlé et les deux conjoints sont vis-à-vis du fisc solidairement redevables de l'impôt. Donc, en règle générale, on peut être amené à devoir payer l'impôt de son conjoint si celui-ci ne s'exécute pas.
Il s'agit d'une solidarité qui est inhérente au mariage et je dirais qui n'a rien d'anormal, mais ça peut potentiellement être dangereux quand vous avez au sein d'un couple un mauvais payeur et un bon payeur. Donc une solidarité, il y a des exceptions, on ne rentre pas dans les détails, mais voilà, potentiellement un danger à ce niveau. Autre inconvénient, en termes de supplément de revenus exonérés, hein, on a vu que quand on prend des enfants à charge et qu'on est isolé, on a droit à une majoration de la majoration du revenu exempté d'impôt qui implique l'enfant à charge. Si on est marié, eh bien, on n'a pas droit à cette majoration. Autre désavantage, quand on apprécie la question de savoir si un enfant est à charge, quand vous avez un parent isolé, le montant des ressources autorisées de l'enfant pour toujours être considéré comme étant enfant à charge est plus élevé quand il est à charge d'un isolé que quand il est à charge de conjoint. Donc voilà pour un autre inconvénient lié au mariage. Un exemple d'application du quotient conjugal. Donc vous avez un couple de contribuables mariés ou assimilés, hein, cohabitants légaux, où monsieur gagne 60 000 euros, madame n'a pas de revenus professionnels. Donc, en ce qui concerne le calcul de l'impôt de monsieur, on va prendre ses revenus de 60 000. On va, ici par hypothèse, déduire un montant de frais professionnels forfaitaires qui est calculé conformément au barème de l'exercice 2020. On va ensuite soustraire le quotient conjugal. Donc, il y a un montant de 10 720 euros de revenus qui vont être soustraits de chez monsieur et attribués à madame, au B, ce qui fait que sa base d'imposition va être de 44 560 euros. Pour l'époux, ce sera 10 720. Et alors le montant qui est attribué à l'autre conjoint qui n'a pas d'activité est de maximum 30% du montant de la rémunération après déduction des frais professionnels forfaitaires. Alors, en termes de calcul d'impôt, hein, vous avez le montant final, vous n'avez pas tout le détail. Avant additionnel, donc s'il n'y a pas de quotient conjugal, le contribuable aurait dû payer 20 736. Avec le quotient conjugal, eh bien, on calcule un impôt dans le chef de monsieur, dans le chef de madame, et au total, le couple est redevable d'un impôt de 16 049. Donc, vous avez une économie de l'ordre de 4 687 euros. Ce n'est pas anodin. En ce qui concerne les réductions d'impôts, on sera assez bref. C'est une matière où vous avez un grand nombre de réductions, chacune avec une multitude de détails, de conditions d'application, et c'est une matière qui évolue très souvent. Donc, je ne vois pas l'intérêt de voir tous les détails de toutes les réductions d'impôts. Du point de vue de notre étude. Je crois que ce qui est important, c'est de comprendre le mécanisme, de savoir quelles sont les réductions qui existent, où trouver l'information. Et quand vous avez ces informations en tête et que vous êtes confronté à une question, là, vous allez voir le détail de la réglementation qui est abondamment commenté sur les sites de l'administration fiscale et vous solutionnez votre problème de cette manière. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le mécanisme? Alors, si on prend par exemple la réduction d'impôt pour les frais de garde d'enfants, vous avez
tout d'abord une dépense qui est exposée par le contribuable, hein, pour mettre ses enfants à la crèche ou à la garderie après l'école. Alors cette dépense, elle est prise en considération à concurrence d'un certain montant limité, à savoir une dépense de 11 € par jour maximum. Cette dépense, pour calculer la réduction d'impôt, elle va être multipliée par un taux qui est fixé par la loi, et ce taux, pour les frais de garde d'enfants, c'est 45%. Donc 45% de la dépense, c'est la dépense dont le montant est limité, c'est la réduction d'impôt, c'est le montant que vous allez pouvoir soustraire de votre montant d'impôt calculé conformément aux dispositions sur le calcul de l'impôt. Voilà pour le mécanisme. Alors il y a d'autres conditions à respecter. Ça doit viser les enfants de moins de 12 ans. Ça doit être payé, la dépense doit être payée auprès d'institutions qui sont agréées, reconnues en matière de garde d'enfants. Il ne s'agit pas de rémunérer une babysitter privée. Et donc, voilà le genre de conditions assorties pour pouvoir bénéficier de la réduction. Les réductions d'impôts, vous avez d'une part les réductions régionales et d'autre part les réductions fédérales. En ce qui concerne les dépenses pour garde d'enfants, là c'est d'un régime fédéral. Donc si vous voulez suivre l'actualité de ces matières, eh bien, il faut suivre l'actualité fédérale, mais aussi dans les 3 régions, et ça varie fortement en fonction des régions. Alors, je vous ai mis, pour avoir le relevé de toutes les réductions applicables, dans le slide suivant, je vous ai mis un extrait du document préparatoire à la déclaration qui reprend toutes les réductions applicables en région bruxelloise. Si vous vous trouvez en Wallonie ou en Flandre, eh bien, vous avez le même cadre, mais adapté dans la déclaration avec des réductions différentes. Ça varie fortement d'une région à l'autre, donc soyez attentifs à cela. Donc voici l'extrait du document préparatoire de la déclaration à Bruxelles qui reprend toutes les réductions d'impôts applicables à Bruxelles pour l'exercice 2019. Le 2020 n'est pas encore disponible. Si vous ne lisez pas bien, vous pouvez utiliser le lien qui figure sur le slide précédent. Alors, lisez ça en diagonale. J'attire votre attention sur 3 réductions. Les frais de garde d'enfants qu'on a déjà évoqués, c'est du fédéral. Autre réduction fédérale qui est bien connue dans la pratique, c'est celle pour libéralité. Libéralité, ça vise les dons qui sont faits à des associations reconnues pour accepter des dons qui font l'objet d'un avantage fiscal. Exemple Télévie, exemple la Croix-Rouge. On parlait autrefois de libéralité déductible. D'un point de vue technique, c'est plus correct aujourd'hui. Ce n'est pas déductible, ça vous donne droit à une réduction d'impôt. Autrefois, cette réduction d'impôt était une dépense déductible de l'ensemble des revenus nets, autre mécanisme qui conduit à un avantage fiscal. Donc là, on pouvait parler de libéralité déductible, c'est peut-être resté dans le jargon, mais aujourd'hui, ça donne droit à une réduction d'impôt. Quand ça dépasse un certain montant, la libéralité donne droit à une réduction d'impôt. Troisième cas que je veux voir rapidement avec vous, plus pour
dirais, débattre du contexte et de l'instrument que débattre de la technique. La réduction d'impôt pour titre-service. Hein, si vous recourez à une aide ménagère, eh bien, vous avez droit à une réduction d'impôt quand vous utilisez les titres-services. Alors, voilà un exemple de réglementation fiscale qui a eu des effets bien au-delà du fiscal et qui est venu réglementer ou officialiser une activité économique qui, avant ça, se déployait à l'ombre de l'État. Hein. Les aides ménagères, les femmes de ménage, avant l'entrée en vigueur des titres-services, pour la plupart du temps, elles étaient rémunérées en black, et donc ça échappait au contrôle de l'État. Alors, il y a eu donc, cette réforme qui date de la fin des années 90. C'était un plan qui a été voulu par le CDH, à l'époque où il y avait des gens qui votaient pour eux. Et donc, créer un avantage fiscal pour recourir à une aide ménagère. Et donc, grâce à l'avantage fiscal dont a pu bénéficier bon nombre de contribuables, eh bien, vous aviez une activité entre guillemets illégale qui est revenue dans le champ de la légalité, qui a pu être réglementée grâce à l'outil fiscal. Et aujourd'hui, les aides ménagères ne travaillent plus pour la plupart en black. Elles sont rémunérées par les sociétés de titres-services, elles rentrent dans le système de la sécurité sociale, elles ont droit à une pension. Et donc, voilà, un phénomène a été réglementé grâce à l'outil fiscal. Le contre-exemple qu'on a vu un petit peu en amont dans l'étude des revenus divers, c'est la réforme de la taxation sur les revenus de l'économie collaborative, où là aussi on a une activité un petit peu sauvage hein, qui se développe en dehors du contrôle de l'État. On veut la réglementer par un outil fiscal, mais voilà, l'outil fiscal n'est pas approprié et on n'y arrive pas, du moins me semble-t-il, et c'était l'objet des critiques que j'ai formulées à cet égard. Donc, titre-service, je dirais, voilà une réforme qui a servi à quelque chose au-delà d'attribuer un avantage fiscal à certains contribuables. C'est venu réglementer une activité économique qui n'était pas auparavant et on peut le saluer. Alors, autre réduction d'impôts un petit peu particulière parce qu'elle ne répond pas à cette logique d'attribuer un avantage fiscal aux contribuables qui exposent certaines dépenses. Ce sont d'autres mécanismes de réduction d'impôts qui sont prévus, donc je les mentionne ici pour mémoire. Vous avez tout d'abord la réduction pour revenus de remplacement qu'on a évoqué dans le chapitre sur les pensions, hein, revenus professionnels, la catégorie des pensions, la pension légale, c'est un revenu professionnel, mais ce n'est pas taxé de manière tout à fait normale, c'est soumis à la globalisation, mais vous avez droit à une réduction pour revenus de remplacement. Pour alléger la taxation, c'est ici que cette réduction dont la technique est immensément compliquée, c'est ici qu'elle intervient. Autre réduction qu'on a dû mentionner, c'est la réduction pour revenus d'origine étrangère. Donc, ça vise l'hypothèse où vous avez un contribuable qui a des revenus de source étrangère, qui, par hypothèse, ont été taxés à l'étranger. Vous avez une convention ou pas qui prévoit une exonération du revenu. Eh bien, l'exonération du revenu en Belgique, donc le fait que la Belgique ne puisse pas le taxer, ça va se traduire d'un point de vue technique en une réduction d'impôt. Donc, en fait, c'est une exonération qui ne porte pas son nom, mais avoir une réduction d'impôt égale à l'impôt qu'on a calculé sur le revenu exonéré, ça revient au même que l'exonéré. Hein, donc plutôt que d'exonérer en disant « Ok, je ne calcule pas un impôt sur ce revenu étranger exonéré »,
On calcule un impôt sur ce revenu étranger exonéré, mais on calcule ensuite une réduction d'impôt à concurrence du montant d'impôt qui frappe le revenu exonéré sur l'impôt. Et donc, vous n'avez pas de taxation du revenu en question, ce qui conduit à une exonération de celui-ci. Voilà pour cette remarque un petit peu technique. Et que je cite ici pour mémoire, on ne voit pas les détails et je dirais le détail, c'est lié plutôt à un cours de fiscalité internationale. Terminons cette matière de l'IPP avec une série de remarques. Tout d'abord, remarques sur les avantages fiscaux liés à l'habitation. C'est une question très complexe que nous allons aborder, une fois n'est pas coutume, de manière très simple, parce que si nous devions aborder cette question dans toute sa complexité, on sortirait du cadre d'un cours de droit fiscal général. En cette matière, retenons qu'au jour d'aujourd'hui, c'est de la compétence des régions et que deux des régions, la région flamande et la région bruxelloise, ont décidé de supprimer les avantages fiscaux liés à l'habitation à l'IPP. Donc aujourd'hui, il n'y a rien à dire à l'IPP. Ça ne veut pas dire que les contribuables en question n'ont pas d'autres avantages fiscaux, mais en ce qui concerne l'étude de l'IPP, il n'y a rien. Les contribuables concernés ont droit à des réductions sur le plan des droits d'enregistrement. Donc ils payent moins de droits d'enregistrement lorsqu'ils font l'acquisition de leur maison d'habitation, à Bruxelles et en Flandre. En Wallonie, subsiste un mécanisme de réduction d'impôt qui s'appelle le chèque habitat et qui est lié aux prêts hypothécaires contractés par les contribuables qui achètent leur maison d'habitation. Voilà, je ne vois pas les conditions d'application de cet avantage fiscal. Je vous y renvoie pour le jour où vous serez confronté à cette question. Ça ne fait pas partie de la matière, de notre matière et de la matière d'examen. Alors, d'un point de vue de réflexion, en considérant la fiscalité comme un outil politique, hein, on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment le rôle de l'État de venir aider les contribuables à accéder à la propriété immobilière. Ce n'est pas une évidence. Et à supposer que ce soit le cas, on peut se poser la question de savoir si les avantages fiscaux qui sont prévus aujourd'hui sont vraiment utiles. Alors, bien sûr, aucun contribuable ne va cracher sur la réduction de droits d'enregistrement qui est prévue lorsqu'on achète un immeuble d'habitation. Ça fait plaisir à tout le monde, mais est-ce que l'avantage en question amène des contribuables à accéder à la propriété immobilière? Voilà, supposer que si l'avantage n'existait pas, eh bien, ils ne pourraient pas faire l'acquisition de cette propriété. Question que je pose au niveau de l'utilité de ce type de réglementation. Et c'est des questions que je pose, mais je ne réponds pas aux questions. Voilà, ça peut faire l'objet, je dirais, d'études plus économiques du phénomène de la fiscalité qui échappe à notre étude juridique. Dernière chose en ce qui concerne les avantages fiscaux liés à l'habitation, là où ça devient compliqué, c'est que en fonction du moment où on a fait l'acquisition de l'immeuble d'habitation, vous avez différents régimes qui trouvent à s'appliquer. Les compétences régionales, elles n'existent que depuis 2015. Et donc, si vous avez acheté votre immeuble avant 2015, c'est un régime fédéral qui existait et il y avait des conditions tout à fait particulières. Mais au jour d'aujourd'hui, vous avez des contribuables qui se retrouvent à appliquer des régimes en vigueur à l'époque où ils ont contracté leur emprunt hypothécaire. Et là où ça devient complexe, c'est quand vous devez appréhender tous les régimes qui ont existé à travers le temps et qui s'appliquent toujours au jour d'aujourd'hui en fonction des dates d'acquisition. Là, on débouche sur quelque chose de compliqué, mais on ne rentrera pas dans ces détails et on s'en tient à ce qu'on a dit ici. Voilà ce que je voulais vous dire au sujet des avantages fiscaux liés à l'habitation.
Deuxième chose, remarque sur les compétences régionales en matière de taux. Donc, il faut savoir que à l'heure actuelle, suite à la dernière réforme de l'État, les régions, en plus des compétences sur les avantages fiscaux liés à l'habitation, certaines réductions d'impôts, également, ils se sont vus attribuer un facteur d'autonomie en matière de taux. Donc, les régions vont pouvoir jouer sur les taux d'imposition selon un mécanisme que je ne saurais pas expliquer dans le cadre de cette vidéo. Mais ce n'est pas bien grave à l'heure actuelle, vu que ces nouvelles compétences n'ont pas été encore mises en œuvre par les régions, ou si cela a été fait de manière très marginale. Donc, ce que je veux simplement vous dire, c'est que les régions peuvent modifier les taux selon une technique qu'on ne voit pas, qu'à l'heure actuelle, seule la région bruxelloise l'a fait, mais de manière extrêmement marginale. Donc ça conduit à un chouïa de taxation en moins pour les contribuables en question. Ce n'est pas ça qui fait qu'il est considérablement plus avantageux de vivre à Bruxelles que dans d'autres régions à l'heure actuelle, mais voilà. Seule la région bruxelloise a mis en œuvre cette compétence et voilà, ça permet un petit peu aussi de relativiser l'importance des revendications essentiellement flamandes qui étaient formulées avec la réforme de l'État en disant c'est extrêmement important d'avoir cette autonomie fiscale accrue des régions et on doit faire des accords qui prennent énormément de temps à négocier. Mais voilà, une fois que c'est là, concrétisé dans les textes de loi, on se rend compte que les régions qui revendiquaient l'autonomie eh bien, ne la mettent pas en œuvre. Alors pourquoi n'est-elle pas mise en œuvre? Peut-être parce qu'on a trouvé un système tellement compliqué sur le plan technique pour mettre en œuvre cette compétence. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de voir avec vous la technique en question, que c'est tellement compliqué à mettre en œuvre qu'on ne le met pas en œuvre. Et si on le mettait en œuvre, soit on le fait un tout petit peu et c'est pas évident dans le chef des contribuables que la région a bougé sur ce point, donc à quoi bon et si on veut le faire de manière très importante, on a un mécanisme qui est tellement compliqué que ça devient quasiment impossible à mettre en œuvre. Voilà ce par quoi je voulais conclure sur ce facteur d'autonomie des régions sans trop aller dans le détail. Donc pour l'essentiel, ça reste lettre morte, sauf un tout petit peu dans la région bruxelloise et je vous ai mis encore un lien vers un petit peu plus de détails sur cette question, mais voilà, ce n'est pas ça. Sachez que la compétence existe et qu'à l'avenir, elle pourrait être mise en œuvre. Voilà, on n'a pas besoin de comprendre et d'étudier de fond en comble tout le mécanisme pour comprendre de manière générale comment fonctionne l'IPP, ce qui est l'objet de notre cours. Dernière chose sur le calcul de l'impôt, une fois donc on a calculé l'impôt sur base des règles qu'on a vues avec les taux applicables, qu'on a appliqué les exonérations liées à la situation familiale du contribuable, qu'on lui a soustrait le montant des réductions d'impôt, on a un montant d'impôt final à payer sur lequel on impute les précomptes retenus ou les versements anticipés effectués par les contribuables et par ailleurs, on calcule sur le montant d'impôt les additionnels communaux dont on a parlé dans la leçon 1 introductive. Et voilà, on a tout dit sur l'IPP.